monsieur, bonsoir. Et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son Détour. Son Détour, le rendez-vous de tous les mardis. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. Et ça sera la deuxième fois que nous abordons ce thème parce que il y a quelques mois, nous avons traité de ce sujet où nous posions la question de savoir un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, s'il a déjà été dans une salle de cinéma. Mais ça avait soulevé beaucoup de polémiques, d'autant plus que le questionnement de la dernière fois faisant allusion au loisir sain. Aujourd'hui, nous avons les professionnels sur ce plateau, les réalisateurs, ceux qui vivent de cet art, à qui nous allons donner la possibilité de savoir si ils peuvent d'abord vivre de leur art et si cet art est respecté et s'il est même pris en considération. Où va le cinéma congolais? C'est le thème de ce soir. Il est bref et concis. Bref, parce que ceux qui sont là sont des professionnels. Ils sauront trouver les bons mots. Et nous avons un représentant du gouvernement en la matière, en la personne de M. Jean-Romuald Mambou, qui est directeur chargé de la cinématographie au ministère de la Culture, si je ne me trompe pas. Voilà. Bonsoir. À côté de lui, M. Hyacinthe Mienandi, qui est réalisateur et aujourd'hui gérant d'une salle de cinéma. C'est cela. C'est cela. C'est une innovation parce que depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, les salles de cinéma sont laissées entre les mains des vendeurs d'illusions et même des pasteurs. À côté, M. Amog Lemra, qui est un metteur en scène, réalisateur. Nous aurons peut-être le plaisir de voir un extrait du film qu'il a réalisé, le dernier, Identité malsaine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il réside en France. Il est ici de passage. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, monsieur Alain Kodja, qu'on ne peut plus présenter parce que à la DRTV, tout le monde le connaît. Je crois qu'il a été même à l'honneur il n'y a pas longtemps. Il venait de nous donner ce document de publicité, enfin j'allais dire de publicité, on pourrait dire à l'époque de l'ex-Union soviétique de propagande, mais Congo Nabiso, voilà, c'est ce document-là qui a été présenté en avant-première au Centre national de télévision congolaise à Kom. Voilà, donc nous allons parler du cinéma congolais aujourd'hui. Comment se porte-t-il? Existe-t-il une politique du cinéma au Congo? Y a-t-il une stratégie mise en place par les pouvoirs publics pour promouvoir le cinéma au Congo? À ces deux questions, nous ne pouvons nullement répondre au risque de nous tromper à défaut de confondre une salle de cinéma à un home cinéma ou sinon à une gargote où l'on diffuse les vidéos au coin de la rue. Comment se porte le cinéma au Congo? Y a-t-il des réalisateurs congolais à même de relever le défi du cinéma congolais, comme le font si bien les Burkinabés et autres réalisateurs de l'Afrique de l'Ouest? Et si nous avions des réalisateurs, comme certains qui sont sur ce plateau, et qui ont produit certaines œuvres, où pourront-ils diffuser leurs œuvres? Les officiels répondront que la question des salles de cinéma, y compris de leur exploitation, relève des particuliers. Parce que l'État, dit-on, s'était désengagé depuis 1991 avec la libéralisation de l'espace démocratique, politique et même économique. Aujourd'hui, les salles de cinéma sont gérées, sinon devaient être gérées par des particuliers. Mais que constate-t-on? 20 ans après, quelqu'un aurait pu dire c'est le vide absolu, le vide sidéral. Et ce vide se fait ressentir car aucun privé ne s'est bousculé aux portes pour reprendre le flambeau et prendre la gestion des salles de cinéma qui sont aujourd'hui prises en otage par des églises des réveils où parfois les week-ends, les gens y passent pour des veillées de prière. Les salles de cinéma ne servent plus qu'à ça. Banco, mais on peut dire l'espoir est permis puisque on vient d'apprendre qu'il y a une salle de cinéma qui vient d'ouvrir à Makelekele. Malheureusement, les
les images ne sont pas là, mais vous les aurez demain, vous les aurez plutôt aux éditions du journal de la DRTV. Mais disons, une salle de cinéma, il faut diffuser des films. Certains oublient qu'un film n'est pas seulement une histoire que le cinéma vend, mais c'est aussi une culture, un pays, c'est aussi un autre type de consommation. Et donc, loin d'être un lieu de divertissement, d'évasion ou de détente, le cinéma permet de créer des liens, d'assainir des relations entre les communautés et de mettre à la disposition de la population des loisirs que l'on peut qualifier de sains. Il permet d'éduquer également la masse parce qu'il est un puissant moyen qui véhicule les cultures, les opinions ou les idées. Si je me suis trompé, je vais sûrement poser la question, mais où en est le cinéma congolais aujourd'hui? Mais peut-on promouvoir le cinéma congolais sans moyens, sans mécènes, sans structure de distribution? Une politique cinématographique sans argent, est-il possible dans ce pays? Autant de questions que nos invités essaieront peut-être de répondre au cours de cette heure d'émission. Où va le cinéma congolais? Nous allons d'abord poser la question à M. Jean-Romuald Mambou, qui est peut-être la parole indiquée de la politique de développement du cinéma au Congo. Et les autres, prenons le relais. Où va le cinéma congolais? Est-ce qu'on peut parler même du cinéma au Congo? D'abord, je pense qu'il faut savoir que le cinéma n'est pas seulement un art. Le cinéma est aussi une industrie. Donc quand on aborde les choses sous cet angle-là, en disant que le cinéma est une industrie, on met les moyens de manière à permettre à ce que le cinéma devienne réellement une industrie. Puisque nous sommes aujourd'hui dans une phase, en tenant compte du chemin d'avenir, on est dans une phase où on va vers l'industrialisation. Et le cinéma, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, est d'abord une industrie avant d'être un loisir. Et partant de là, nous sommes au niveau du ministère de la Culture et des Arts, après que la loi d'orientation a été votée, une direction des arts et de la cinématographie a été créée, dont j'assure effectivement la direction. Ça fait 1 an que cette direction existe. La première chose que nous avons voulu mettre en place, c'est d'abord de faire un diagnostic pour permettre à ce que nous élaborons une stratégie. Et la stratégie de relance du cinéma au Congo vise 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de doter le Congo d'une capacité de production de ses propres images afin de contribuer efficacement au renforcement de l'identité culturelle nationale. Le deuxième objectif, c'est d'assurer un marché effectif aux images produites, c'est-à-dire leur diffusion au plan national, africain et international. Parce que un cinéma, c'est d'abord ses propres images. On ne peut pas parler du cinéma en parlant du cinéma des autres. Et nous sommes dit, la première chose, c'était d'abord de réfléchir. Et aujourd'hui, il y a tout un document de stratégie qui a été mis en place, que nous allons discuter avec les professionnels dans un laps de temps, je crois que d'ici la fin de l'année. Et dès l'année prochaine, nous aurons des experts qui viendront de l'extérieur, qui nous permettront d'affiner nos réflexions, de manière à ce que nous relançons durablement le cinéma. Parce que ça ne sert à rien de parler du cinéma et qu'on fasse passer des karachika, qu'on fasse passer des films extérieurs, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas une capacité de production suffisante pour pouvoir réellement lancer une industrie réelle du cinéma. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, je pense que la stratégie est en place et nous pourrons en discuter tout au long de cette émission. Merci. Monsieur Yassette Milandi, le cinéma, c'est d'abord une industrie avant d'être un art. Donc, ce n'est pas la peine de réfléchir, ce n'est pas la peine d'avoir une idée, ce n'est pas la peine de rêver, parce que c'est le rêve que vous mettez à la disposition des gens. Et si ce rêve-là est apprécié, bon, les industriels peuvent l'accompagner. Mais apparemment, ce n'est pas ce que disent nos amis du ministère de la Culture.
Où va le cinéma congolais? Avant de parler du cinéma congolais, je crois qu'il faut repartir dans son histoire. Parce que c'est vrai, on a parlé du cinéma en tant qu'industrie, mais le cinéma congolais a existé et existera toujours. Il a existé même avant qu'on puisse penser industrie. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a eu l'arrivée de la télévision congolaise, et même avant, il y avait déjà des documentaires congolais qui existaient. C'est vrai, ce n'était pas fait par des cinéastes congolais, mais on parlait de l'histoire du Congo. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà un schéma sur l'histoire du cinéma congolais. Avec l'arrivée de la télévision congolaise, en noir et blanc d'abord, il y a eu la formation des premiers cadreurs. Parce qu'il n'y avait pas encore des réalisateurs, des metteurs en scène. Ils étaient d'abord cadreurs. Et avec ces cadreurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à cogiter comment nous allons mettre à l'écran l'histoire de notre pays. Et ces cadreurs sont partis en Europe. Et il y a eu maintenant d'autres cadres pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui, des réalisateurs. Donc, est-ce qu'il y a un cinéma congolais? Je dirais oui, il y a un cinéma congolais à travers ces personnes qui savent mettre en image ce qu'ils voient. Maintenant, ce qui va donner la véritable forme du cinéma comme partout ailleurs, effectivement, c'est quand nous allons amener ce cinéma vers l'industrie. Parce que le cinéma ne pourra pas être une véritable identité culturelle congolaise sans qu'on puisse amener ce cinéma qui est encore embryonnaire vers ce cinéma d'industrie. Donc je crois, là je rejoins mon ami Mambou, que nous devons aller vers ce cinéma d'industrie. Aller vers le cinéma d'industrie, mais enfin en tout cas, Monsieur Lemra, vous, ce n'est pas votre préoccupation parce que vous en produisez déjà. Donc vous savez à peu près ce que c'est que tirer profit du produit que vous mettez à la disposition du public. Est-ce que d'abord vous êtes reconnu dans votre pays comme cinéaste, comme réalisateur? Non, mais je pense que le travail depuis 2 ans, le travail, d'aucuns l'ont vu plus d'une fois sans pour autant savoir exactement qui c'est parce que je ne réside pas là. Et donc, je fais des passages plutôt assez rapides. Donc, forcément, le travail, on peut le voir, mais on n'identifie pas forcément celui qui fait ce travail-là. Industrie, moi, j'ai du mal parce que je pense que chacun a sa place. Parce que si je pensais industrie avant, donc pour être assez clair, si je pensais argent avant, je pense que j'irais faire autre chose que le cinéma. Quand je commence à écrire, quand je commence à penser à un sujet qui me tient à cœur ou partager une idée quelconque à travers l'image, donc on parle de l'écriture avant, je pense, j'ai le souci de donner quelque chose de bien selon mes capacités. C'est un peu quand on conçoit un enfant, l'enfant on le conçoit, il a 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que le scénario il est modelé, jusqu'à ce qu'il sorte. Donc je ne conçois pas, moi, à mon niveau, parce que j'insiste que chacun a sa place, je ne conçois pas à mon niveau une volonté d'industrialisation avant la conception de mon œuvre. Donc je pense que ça revient à une certaine catégorie de personnes du milieu cinématographique de pouvoir porter cela dans ce secteur-là afin de nous permettre de vivre, de manger de cela, parce que c'est comme un boulanger, il fait son pain, le pain il le fait seul, après il le vend, il faut qu'il ait quelque chose en retour pour pouvoir refaire un autre pain. Et donc moi ce que je demanderais au niveau de l'industrie, c'est plutôt ça, donc qu'il y ait des gens à part entière capables de porter ce côté financier et de nous aider dans ce que l'on fait, qu'on nous aide à concevoir notre travail, qu'on nous aide
à le diffuser, le partager, et afin qu'on puisse recevoir quelque part en retour un minimum qui nous permette de refaire autre chose et aller toujours de l'avant. Parce que le cinéma, pour moi, c'est l'âme d'un État, c'est l'identité d'un État, et sans cela, j'ai bien peur que ça soit un univers en perdition. Monsieur Alain Kodja, pour ce premier tour de table, une industrie sans industriel, un cinéma sans réalisateur, sans cinéaste, sans salle. Oui, mais moi je pense qu'il faut, avant de parler cinéma au Congo, il faut observer 3 éléments essentiels, à mon avis. Le premier élément, c'est de savoir s'il y a des passionnés. Pour faire du cinéma, il faut qu'on soit passionné. C'est un art. C'est pas, tout le monde n'est pas amené à faire du cinéma. Donc il faut d'abord de la passion. Et ensuite vient l'éducation. Vous pouvez être passionné, mais il faut une formation. Il faut être formé pour ça. Au Congo, pour l'instant, il n'existe pas encore des écoles qui forment des jeunes réalisateurs, des jeunes cinéastes. Et ensuite vient effectivement le nerf de la guerre, c'est le financement. Et là encore, c'est un grand problème. Donc, du coup, au Congo, comme venait de dire mon confrère Hyacinthe, le cinéma, c'est encore un grand chantier, hein, c'est embryonnaire. Donc, il faut observer ces 3 éléments avant de parler cinéma. Mais 50 ans après, quand même, si on a encore, en termes de chantier, d'état de lieu, comme on a dit, de diagnostic, comme vient de dire M. Mambou, 50 ans après, ou 50 ans plus tard, on sera encore là en train de tourner. Voilà. Bon, qu'est-ce qui a existé hier? Qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce qui n'a pas marché hier puisse peut-être aujourd'hui ou demain marcher? D'abord vous, puisque vous êtes dans le diagnostic, qu'est-ce qui a existé hier? Je sais qu'il y avait l'ONACI, enfin bon, je ne voulais pas trahir, mais ça c'est pour vous, les historiens de là. Qu'est-ce qui a existé hier? Mais déjà, il faut savoir, le cinéma congolais, hier, quel était l'objectif? Parce que, comme on dit, un cinéma joue un rôle. Le rôle, à une époque donnée, le rôle du cinéma, c'était d'accompagner ce jeune État qui se mettait en place pour véhiculer un certain nombre d'informations, une certaine image du Congo. Et en tenant compte du fait que nous étions dans une période de monopartisme et l'ONACI, un certain nombre de structures qui étaient mises en place, ne concouraient pas forcément dans la création des richesses liées à l'industrialisation du cinéma. C'était d'abord de montrer que le cinéma existait. Aujourd'hui, avec ce diagnostic que nous avons voulu faire, on s'est retrouvé dans une situation où on dit aujourd'hui, il faut d'abord faire de telle sorte que le cinéma soit durable. Nous avions, dans ce temps-là, des réalisateurs télé qui faisaient du cinéma. Il est clair qu'aujourd'hui, avec l'industrialisation, avec la qualité du cinéma qu'il faut faire, il est important qu'un certain nombre de cinéastes soient formés, un certain nombre de réalisateurs, en tenant compte d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, vous constatez que nous avions, en 50 ans, grosso modo, 5 longs métrages. Je peux les citer. Vous avez La Chapelle. Sébastien Kamba, réalisateur télé. Jean-Michel Tchissoukou, réalisateur télé. Vous avez La Rançon d'une Alliance. Sébastien Kamba, d'abord La Rançon d'une Alliance, bien sûr, après La Chapelle, puisque le premier film congolais, c'est La Rançon d'une Alliance de Sébastien Kamba. Après, vous avez, donc, je disais La Chapelle avec Jean-Michel Tchissoukou, réalisateur télé. Le troisième film congolais est Matanga. C'est vrai qu'il y avait premier bureau, deuxième bureau, troisième barreau de Mingolé, qui aujourd'hui, qui est également réalisateur télé. Après, vous avez Matanga, qui est produit par Dabi Pierre Fila, réalisateur qui a été formé à l'extérieur et qui vit dans la diaspora.
Par la suite, ce n'est que les réalisateurs de la diaspora qui ont pris le relais parce que le cinéma avait atteint un niveau de qualité que nous, au niveau, comme on n'a pas suivi sur le plan de la formation, nous ne pouvions pas donner. On s'est limité maintenant au documentaire. Et donc, le 4e film que l'on peut citer, c'est donc Voyage à Ouaga avec Camille Mouyeke. Et le dernier, que l'on, bien sûr, Amog l'aimera, il y a son film, mais le film qu'on connaît, il y a Ramata, aujourd'hui de Léandre Alain Baker. Quand je prends tout cela, vous prenez La Chapelle, 79. La rançon d'une alliance, 76. Les réalisateurs congolais au Congo, les derniers films long métrage datent des années 70, fin 70. Aujourd'hui, nous faisons des documentaires, c'est vrai, mais même documentaires, qu'on dit, c'est plus, je dirais plutôt, c'est des reportages télé. Beaucoup de reportages télé. Parce qu'un reportage répond à un certain nombre de critères dont c'est vrai que nous avons des films documentaires qui sont reconnus au niveau extérieur, sur TF, ainsi de suite, mais nous faisons beaucoup je dirais, des reportages télévisés qui sont considérés comme documentaires. Donc, la première chose à notre niveau, et pendant tout ce temps, on n'a pas mis en place un cadre juridique. Le cinéma congolais n'a pas un cadre juridique. Premier élément. Et c'est ce que dans la stratégie nous avons voulu d'abord mettre en place. Deuxième chose, c'est la formation. Et je crois qu'un de mes frères ici sur place a soulevé cette affaire. Parce que quand Alain Kodia veut tourner un long métrage, il va prendre un acteur. Un acteur de théâtre n'est pas un acteur de cinéma. Ça veut dire clairement qu'il ne va pas rendre tel qu'il le faut. Donc il y a la formation, aussi bien de nos professionnels en tant que métier de cinéma, mais bien sûr aussi des acteurs. La troisième chose dans la stratégie que nous avons mis en place, c'est bien sûr l'aide à la création et à la production. Parce qu'on ne peut pas créer un cinéma si nous-mêmes ne sommes pas en mesure de produire ce qui permettrait de diffuser et de distribuer, et donc avec l'aide des collectivités locales, permettre à ce que le cinéma, notre cinéma, nous, soit diffusé à l'extérieur. Et bien sûr, tout cela est englobé par le financement et bien sûr le partenariat. Parce qu'un film long métrage, je ne trahirai pas, un film long métrage produit vaut au bas mot 50 millions. Au bas mot. 50 millions un long métrage. Monsieur Amog, vous savez combien? Tout à fait. Donc, imaginez que nous disions, on va produire, parce que la Tunisie sont aujourd'hui à 15 longs métrages par an. Le Congo se dit, à l'horizon 2015, tel que nous sommes en train de vouloir faire, nous produisons 5 films. Ça nous fait 250 millions qu'il faut trouver par an pour le cinéma. Parce que la visibilité d'un cinéma, c'est d'abord le long métrage. Les documentaires, on peut les faire, c'est d'abord le long métrage. Vous comprenez que nous avons là un challenge. Voilà le débat là où ça se situe. Bon, allez-y. Je reviens. En fait, il vient de parler des premiers films congolais. Parce qu'on oublie toujours le premier court-métrage congolais qui a été fait par mon défunt père, Alain Kodia, qui fut Mami Wata. C'était en 70 et c'était bien avant la rançon. Voilà, donc c'était juste un petit rappel. Oui, donc question de dire que après, la source Atari. Ah oui, c'est exactement. Quand M. Mamou parle, effectivement, il a parlé des films long métrage, mais ce ne veut pas dire que les cinéastes ne faisaient rien. Il y a bien eu des courts métrages fiction, mais c'était des films qui restaient juste au niveau des chaînes de télévision, surtout de télévision congolaise. On l'a cité, des films qui ont été diffusés aux frontières. Parce qu'au niveau local, il y a eu, comme il l'a souligné, il y a eu quand même assez de films. Mais si vous voyez bien, l'ONACI, avant que ce nom puisse s'appeler l'ONACI, s'appelait CACP, c'est-à-dire Centre d'animation de cinéma populaire.
la mission, ce n'était pas de former des cinéastes ou bien de faire des films, non. C'était d'abord le monopartisme, il fallait faire du bruit autour de la politique de l'État. Et en faisant le commerce, puisque nous gérions, parce que j'étais travailleur là-bas, on gérait toutes les salles de cinéma et on faisait la propagande de l'État. Lesquelles salles, si vous pouvez nous donner les noms? Bon, à l'époque, si vous voyez déjà la partie qu'on appelle centre-ville, il y avait le cinéma Le Paris, qui se situait là où il y a aujourd'hui le City Center, l'immeuble de la CNCS. C'était là où il y avait Le Paris, le cinéma Vogue, qui existe encore. Bon, enfin, ce n'est plus le cinéma, enfin, la maison cinéma Vogue. Maintenant, à Poto-Poto, il y avait Lux, Star, Vogue Samungali. Vogue Samungali. Et au plateau de 15 ans, c'était ABC. À Bakongo, c'était Rio. Voilà. Et à Pointe-Noire, vous avez Club 57, Duo. Rex aussi. Rex. À Pointe-Noire, à Dolly, c'était Bayonne. Et en plus, il y avait de ça là. Il y avait le Bwenza, un caillou le aussi. cinéma Bwenza. Même à Infondo, on avait aussi une salle. Donc, les structures n'étaient pas si grandes, mais... Et puis il y a eu un particulier, oui, nom de Bina, qui a fait une très grande salle de cinéma, mais qui malheureusement n'a pas connu... non, cette salle était louée par l'ONACI, quand après on avait basculé du CACP à l'ONACI. Cette salle était bien. Donc je disais qu'au départ, ce n'était pas pour promouvoir le cinéma congolais, c'est d'abord le commerce et la propagande. C'est pourquoi nous avons réfléchi en 1979, est-ce qu'on ne pouvait pas nous, en tant que cadres, puisqu'on était assez nombreux, faire nous-mêmes notre cinéma nous. Et l'État nous avait donné à l'époque 30 millions. Le film La Chapelle avait coûté 30 millions. Et je crois que c'était pas si mauvais. Hein. Tout le monde a vu le film. C'était pas mal. Non, mais même 30 millions de l'époque, c'est pas 250 millions maintenant. Bien sûr. 30 millions. À l'époque, c'est beaucoup. Oui, aujourd'hui, c'est les 60, puis il y a eu des dévaluations aussi. C'était pas mauvais, surtout c'était tourné avec la caméra film, hein. Caméra 16 mm. Aujourd'hui, les jeunes là ne connaissent même pas ce que c'est que la caméra 16 mm. Ils prennent juste la caméra vidéo. C'est pour dire que c'était quand même un challenge. Donc le cinéma aurait pu évoluer si on avait pensé que avec la masse d'argent que l'ONACI avait, on pouvait aller avec l'industrialisé comme il parle. Il fallait donc déjà penser faire du cinéma. Mais au fond, ça n'a jamais été dans les projets des gens. Alors, est-ce qu'il faut d'abord un cadre juridique pour pouvoir penser, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir créer? Parce que là, on me dit 3 conditions pour que vraiment on relance le cinéma au Congo. Il faut un cadre juridique, il faut qu'il y ait la formation, il faut qu'il y ait l'aide à la création et à la production. Est-ce que faut-il avoir un cadre juridique pour pouvoir penser une idée et la mettre en musique? Moi, je pense encore une fois, j'insiste sur le fait que chacun a sa place. Chacun a sa place dans une société, dans un environnement chacun a sa place. Quand on prend par exemple un avion pour qu'il aille d'un endroit à un autre, il y a le commandant de bord, le steward, et chacun a sa place. Et chacun a son niveau, qu'il fasse ce qu'il a à faire pour que l'on puisse avancer. On ne va pas me demander, par exemple, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est de courir depuis décembre, de chercher de l'argent à gauche, à droite, dans des États. On ne va pas me demander de réfléchir sur l'écriture d'un scénario. On ne va pas me demander de préparer la mise en scène pendant que je suis en train de courir. On ne va pas me demander de faire un pré-casting pendant que je... Donc, chacun a sa place. Vous êtes là, nous sommes assis, vous êtes là en face. Vous nous donnez cette possibilité, ce plateau, afin de pouvoir discuter d'un sujet qui nous tient à cœur. Vous nous invitez, parce que votre travail, c'est celui-là de nous inviter et d'entendre ce qu'on a à dire et de débattre sur ce sujet-là. Là, on est 4, chacun a un rôle. On a beau être, par exemple, cinéaste, mais dans cet ensemble, on trouve producteur, on trouve metteur en scène, on trouve réalisateur, on trouve script et autres. Donc, chacun, là où il est, il doit pouvoir faire tout simplement son travail. Que moi, quand je commence à réfléchir sur, par exemple, le titre de ce que je veux faire,
Que je sache déjà que quand j'avance dans mon écriture, je sais que je vais aller voir Alain, ou je vais aller voir Hyacinthe, ou je vais aller voir Romial. Et une fois que le produit il est fait pour le marketing et tout, je sais que je vais aller voir Paul. Donc il faut que chacun ait sa place. Et là où il est, qu'il fasse tout simplement son travail. Je vais compléter. Effectivement, il a tout à fait raison. Non, oui, compléter, mais quand vous produisez un document comme celui-ci, est-ce qu'en même temps vous dites comment je vais faire pour diffuser, qui va s'en occuper? Est-ce que ça altère votre réflexion quand vous réfléchissez pour mettre en musique ce produit-là? Qui va m'aider, qui va accompagner? Est-ce que quelles sont vos angoisses la nuit? Généralement, c'est la distribution. Au niveau de la distribution, il y a un gros problème. Moi, particulièrement, jusqu'à maintenant, je tourne les documentaires avec les institutionnels. Donc, je travaille avec les institutionnels. Donc, ce qui fait qu'après la production, ce sont les institutions qui se chargent de la distribution. Mais quand il faut faire un travail de création personnelle avec des producteurs, des coproducteurs, là, c'est un autre débat. C'est un peu complexe, mais c'est très difficile, effectivement. Très bien. Alors on me dit la formation. Est-ce qu'on peut se former sur le tas et devenir réalisateur, ou il faut passer par le moule d'une institution? Parce que j'ai comme l'impression que le Centre culturel français a fait naître un certain nombre de talents ici, parce que nous avons connu un jeune réalisateur qui est maintenant en France, qui est venu tourner des documentaires ici-là. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes incapables de réfléchir à la formation de nos réalisateurs? Non, je crois qu'il faut serrer les choses. Allez-y. Le Centre culturel français n'a pas formé un réalisateur. Ce n'est pas possible. Rufembourg, dont vous parlez, a d'abord eu une première formation à Grenoble. Il y a d'abord une formation de base. Maintenant, les Afridoc, ainsi de suite, qui sont les écritures, ainsi de suite, ce sont que des renforcements de capacité. La première chose que nous avons, nous, et vous avez soulevé cet aspect dès le départ, en disant clairement qu'il nous faut un cadre juridique. Si nous n'avons pas un cadre juridique qui permet même d'aider, qui permet quelqu'un qui met son argent dans le cinéma de pouvoir bénéficier, parce qu'avec la piraterie, avec tout ce qui se passe, comment voulez-vous que, avec les films qui sont produits un peu partout, vous avez vu l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, on parle des industries culturelles. L'industrie du cinéma fait partie des industries culturelles. Donc, s'il n'y a pas un cadre juridique qui permet déjà de rassurer aussi bien le réalisateur qui fait son film que le producteur qui met de l'argent, qui cherche de l'argent pour pouvoir le faire, et le diffuseur qui, demain, il est en train de vouloir diffuser le film d'Amor Lemra dans sa salle de cinéma, mais c'est déjà dans les DVD qu'on vend dans la rue. Comment voulez-vous que ce monsieur-là qui veut mettre de l'argent, il puisse gagner, il puisse y aller? Il faut d'abord qu'on ait un cadre juridique qui permet d'asseoir tout cela. Maintenant, en termes de formation, en restant sur la formation, puisque vous avez soulevé cet aspect, je pense que il faut féliciter nos réalisateurs. Déjà de faire ce qu'ils peuvent faire avec, je dirais, les bribes de ce qu'ils ont. Tout à fait. Parce que aujourd'hui, c'est comme le football. Hier, je sais que tu as organisé déjà les débats autour du football. On croyait que Kondomba, Jomette qui jouait. Mais maintenant, là, on forme un footballeur. Le réalisateur est formé. Comme le producteur est formé. Comme un acteur est formé. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore ce cadre-là. La formation, ce n'est pas seulement ici au Congo. Nous avons beaucoup d'appui. Il faut que nous puissions faire jouer les financements que nous payons. Nous payons à l'OIF de l'argent chaque année. Nous payons à des organismes internationaux comme, je prendrais même l'Union africaine qui a mis en place une commission autour du film. Nous payons de l'argent pour l'Union européenne dans le cadre des accords ACP. Pourquoi nous ne bénéficions pas de ça, diante? Aujourd'hui, le problème est là. Mais la faute à qui? Est-ce que ce sont ces réalisateurs-là qui doivent eux-mêmes aller prospecter, ou bien c'est vous qui devez les mettre en musique? Enfin, c'est d'abord, comme j'ai dit, à la fois un travail, je dirais, de commun accord.
Il faut qu'avec les professionnels, parce que c'est eux qui connaissent. Parce qu'en dehors de ce que j'ai cité là, il y a d'autres financements qui existent ailleurs. C'est à eux de pouvoir s'organiser. Parce que je vais, au niveau du ministère de la Culture et des Arts, nous mettons en place un fonds. Nous allons faire des sélections. De quelle manière? Supposons déjà que c'est prévu. Un professionnel a déjà de la matière sur le marché. Nous allons monter tout à l'heure la petite. Il faut d'abord une commission qui met en place. Il a des problèmes pour boucler son budget parce qu'il y a aussi des problèmes de budget pour que le film soit sur le marché. Il a des problèmes pour boucler son budget. Il vient vous voir, mais il n'y a pas de cadre juridique. Vous n'allez pas lui donner les 10 millions manquants. Alors vous savez très bien que c'est un réalisateur et qu'il a déjà un CV qui est reconnu ailleurs, pas ici. Est-ce que vous allez l'aider ou pas? En l'absence de cadre juridique dont vous vantez tous les minutes. Non, mais vous savez bien que les fonds de l'État sont gérés dans le cadre d'un budget. Et un budget répond à un certain nombre de lignes que nous devons, qu'on met en place en tenant compte du cadre juridique qui est mis en place. Si nous mettons aujourd'hui une ligne appui au cinéma, il est important que dans ce cadre-là, vous savez le nombre de cinéastes que nous avons. Comment nous allons sélectionner si nous mettons même 30 millions, ou 40 millions, ou 50 millions? Je vous ai déjà... 50 millions, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est raisonnable, 50 millions? Vous savez... Vous avez parlé d'un budget... Vous connaissez... Est-ce que c'est raisonnable? Vous connaissez que aujourd'hui, le Congo est en train, a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de choses qui sont en train. Les budgets des ministères sont gérés en tenant compte d'un certain nombre d'une certaine évolution, ce qu'on appelle le cadre moyen. Est-ce que vous savez aussi que la culture, c'est l'identité d'un pays? Pourquoi est-ce que le budget de la culture serait aussi négligeable pour la création? Parce que alors qu'elle défend l'identité du pays. Non, le budget de la culture n'est pas négligeable. Bon, voilà, alors, non, le cinéma qui peut véhiculer un certain nombre de valeurs, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas bénéficier? On dit 50 millions pour faire un long métrage. Bien sûr. Vous avez 20 millions. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas négligé ce secteur-là? Mais non, mais attendez, c'est pas à l'État de financer à 100% un long métrage. C'est pas ce que nous disons. Bien sûr. Nous pensons qu'un réalisateur qui a un produit, qui fait un tour de table, il cherche des financements, parce que certains ici vous diront, évidemment, là où ils trouvent des financements, mais ils peuvent saisir votre département. Je ne dis pas votre ministère, mais votre département qui est le ministère de la Culture. Bien sûr. Pour dire, voilà, mon produit est là, il me manque tant de fonds. Est-ce que vous pouvez me l'accorder? Comment vous faites pour boucler le budget, monsieur Amok Lenoir? C'est un parcours de combattant. Voilà, parlez un peu de l'extérieur parce que chez nous, c'est un peu... C'est un vrai parcours. C'est un peu approximatif. Au fil des temps, en fait, on se crée un réseau. On se crée un réseau quand tu as une petite carte de visite. Et il y a des gens qui sont passionnés, comme ce que vous êtes en train de faire, comme tous ceux qui sont assis là. Et moi, je me lève, je vais voir Monsieur Romial, je dis, ben voilà, j'ai tel projet, t'en penses quoi? Ah ben tiens, ben c'est bien, on va en débattre. Je vais voir Hyacinthe, je vais voir, et ainsi de suite. Et là, il y a des gens qui sont capables de se jeter à l'eau de l'autre côté. C'est impressionnant, mais quand je dis impressionnant, qui peuvent se jeter à l'eau sans même vous parler de cacher avant. C'est impressionnant. Ce qui est impressionnant de l'autre côté, c'est ça. Ils se jettent à l'eau et ce n'est que parce qu'ils sont, comme l'a souligné Alain tout à l'heure, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a dans le ventre. C'est un peu quand on fait la cour à une femme, on ne compte pas, on ne calcule pas. On va pleurnicher à la maison quand on se rend compte qu'on n'a plus rien dans sa poche. Mais quand on y va, on ne calcule pas. Et les gens sont tellement passionnés de l'autre côté parce qu'ils savent ce que vaut la culture, ce que vaut la communication cinématographique. C'est quasiment le seul art qui vous permet de véhiculer un message à un Chinois, à un Japonais, à un Cambodgien. Le rire, il est le même, la colère est la même, les émotions sont exprimées pareillement. Et donc les gens se jettent à l'eau, comme je dis, pour vous accompagner. Et donc, moi, les fonds, c'est comme ça que je les trouve. La démarche, comme M. Romial venait de le dire, c'est vrai, la démarche, elle est là, mais elle est longue, parce que... c'est même lourd aussi. Voilà, vous n'êtes pas le seul. On a eu un long débat avec l'Union européenne la dernière fois au FESPACO.
vous n'êtes pas le seul à proposer un projet. C'est très sélectif. Il y a une documentation énorme. Déjà, quand vous lisez la première page, si ça ne vous accroche pas, voilà, vous n'arrivez pas à lire la dernière et il y a des astérisques et autres que vous ne voyez absolument pas. Et donc, parfois, c'est un réseau assez bien cadenassé où il y a des verrous que seuls, par vos relations, vous pouvez défaire d'une certaine façon. Donc, il ne faut pas qu'on se le cache. Et donc, nous, on fait un cinéma plus ou moins indépendant maintenant parce que sinon, on ne fait rien. On ne fait rien. La culture est une identité. Un État sans identité est un État sans âme. Voilà. Donc, les gens ont compris ça de l'autre côté et les gens s'investissent à fond. Là, j'étais à Bamako, c'est pareil, les gens sont à l'eau. J'ai un petit projet à Bamako. Au Burkina, pareil, les gens se donnent à fond. À fond. Alors, deuxième question. Vous arrivez à boucler votre budget. Tout à fait. Vous produisez votre film. Absolument. Vous aimez votre pays, oui. le Congo. Et vous voulez le diffuser. Vous faites comment? Comment vous faites? Est-ce qu'on peut, même gratuitement, on fait quoi? Monsieur Hyacinthe, est-ce que c'est possible? Un passionné qui a mis son argent dit c'est pas grave, mon père ne peut pas m'aider, mais c'est pas grave, je vais jusqu'au bout de mon rêve, je produis ce document, ce film. Il arrive ici. Il dit j'aimerais que mes compatriotes et d'autres puissent découvrir cette création. On fait quoi? Il repart encore avec dans le sac, il fait comment? Le malheur, c'est qu'ici, les seules voies de diffusion sont les chaînes de télévision et qui ne versent aucun sou aux producteurs, réalisateurs. C'est ça le drame. Moi, j'étais 7 ans directeur des programmes de la télé. J'ai diffusé son film pendant toute une année, mais la télévision n'a jamais versé un seul sou, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que je donne un seul sou? Non, c'est parce que j'aime mon pays que j'ai pris ça sur moi. C'est pas mon bien aussi. Oui, j'ai diffusé aussi ton film. Bon, mais en fin de compte, ils ont dit, bon, écoute papa, ça suffit, je crois. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que aussi Alain avait dit. Parce que c'est bien beau. On a diffusé, mais il faut qu'ils vivent de leur art, de leur métier. Donc, ici, je ne sais pas si DRTV achète le film des Congolais. Non, mais tout le monde a des moyens limités. Donc, au niveau de la production, on pirate. Il faut le dire comme il faut. On pirate. Oui, au-delà de la télévision. Au-delà pour le grand public. Pour le grand public. Pour les amoureux du c'est ce qui m'a poussé. 7e art, pour les amoureux du 7e art. C'est ce qui m'a poussé parce que j'ai honte de voir que dans mon pays, où il y a des chevronnés comme ceci, il y a du cinéma, mais on ne sait pas où diffuser. Ce qui m'a poussé à ouvrir à Bakongo, dans la rue Mbiemo 44. J'ai dit excusez-moi, mais je me suis trompé. Donc à Bakongo, ils étaient là, Lemra était là, Alain était là-bas. Je crois que c'est quand même une salle digne de ce nom. Il y a 100 places, mais on peut ajouter d'autres chaises. Et quand il y a du monde, c'est une salle où non seulement on peut diffuser des films, mais aussi on peut voir du théâtre et aussi faire de la musique. Donc c'est une salle polyvalente. Tout cela parce que j'ai honte de voir les cinéastes aller tout le temps au CCF. Je n'ai rien contre le CCF, mais je crois que nous devons avoir notre identité congolaise. Mais parfois dans d'autres endroits aussi on sélectionne. Hein, quand l'écriture ne correspond pas à la politique de ce pays-là, bon, on vous fait des... Nous allons marquer une toute petite pause de publicité et après nous irons à la régie pour regarder un court extrait du dernier film de M. Amog Lemra, Identité malsaine. À la régie, si vous êtes prêts, une petite page de publicité. Et je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct, comme d'habitude. S'ils veulent donner leur contribution, eh bien, elles seront les bienvenues. Une petite page de publicité et on revient sur ce plateau.
soki na si mosala namelaka ngok ya malili mpona epesanga mayele lisusu koleka ngok ezali masanga oyo ekeseni na bokoko na biso ntinga na biso bokoko na biso ezali makambo ya lokumu tokokobosana yango te ngok eza bio na elengi na gu ngok etikama mbala ye ngai nalinga kolia maboke tous les dimanches na baninga po tezali bilei mpe mpona kolia maboke eloko moko te ezali kokende longo koleka ngok Ngok, la saveur unique du Congo. Il faut attendre 388 800 minutes pour aller en vacances chaque année. 43 200 minutes à patienter pour percevoir son salaire mensuel. 390 minutes de vol de Dubaï à Brazzaville. MTN, everywhere you go. Vous êtes jeune et passionné de basket. Vous avez entre 15 et 21 ans. Venez vous inscrire gratuitement à la 2e édition du grand concours de Dunk Sprite. Les inscriptions auront lieu du 1er au 20 août 2011. À Brazzaville, agence AG partenaire, immeuble Ébouroufé, avenue Général Lyoté, téléphone 05 577 61 95. À Pointe-Noire, hôtel Le Georges, route aéroport, téléphone 05 577 61 95. Libère ta soif. Sprite. Chérie, on a besoin d'un congélateur. Et aussi d'une télé. Celle que nous avons ne fonctionne plus. Ma chérie, avant tout, il faut régler notre problème d'électricité. Nous avons besoin d'un groupe électrogène. Et comment on va payer tout ça? Une fois que j'aurai lancé mon propre taxi. Ah, mais ça va être long. Plus besoin d'attendre avec Azur. Gratter et gagner. Rechargez à partir de 1000 francs et augmentez vos chances de gagner. Un taxi chaque mois pendant 3 mois. Rechargez à partir de 500 francs et gagnez de nombreux lots de valeur avec Azur. Des congélateurs, des groupes électrogènes, des écrans plasma, un mois d'appel gratuit de Azur vers Azur et des bons du carburant. Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances. Faites vite, cette offre est limitée. Azur, toujours à l'écoute. mama telefone takusema mkati katika mzoba mami kuchoka kusema mkati. Voilà, donc on revient sur ce plateau. Il faut un cadre juridique pour essayer d'organiser le secteur. Il faut former, il faut une aide à la création. Supposons que ces 3 volets de la politique, de la stratégie du gouvernement mise en place, nous avons posé la question de savoir où allons-nous diffuser finalement ces œuvres-là. Monsieur Menandé dit, on a dit entre guillemets par patriotisme débordant, vous avez créé votre salle de cinéma. Est-ce que, en la matière, les pouvoirs publics, puisqu'ils se rendent compte que le privé est défaillant, que peut-il faire pour accompagner? Parce que, autrement dit, ne pas offrir des salles comme ce que vous avez fait ne contribuerait pas à décourager ces jeunes réalisateurs, cinéastes qui pensent que, bon, autant qu'à faire, je vais distribuer mon film au Burkina Faso, pas au Congo, parce que personne ne va regarder. Que pouvez-vous faire? Justement, c'est pourquoi dans la stratégie, en dehors de ces 3 piliers dont vous avez soulevé, il y a le 4e pilier qui est justement... Ah, heureusement que j'ai posé la question. Donnez-nous le 4e pilier. La distribution. Il est clair que la diffusion, parmi cela aujourd'hui, avec l'évolution de la société,
les salles de cinéma ne sont plus les salles de cinéma d'hier. Les salles de cinéma sont des salles multi-activités et dont quelqu'un peut arriver, il a le restaurant, il finit de manger, il va au film. Donc ça veut dire que c'est des complexes cinématographiques que nous devons mettre en place. Et dans la stratégie qui est mise en place, il est clair que nous allons discuter avec aussi bien les professionnels que les experts extérieurs, de manière à ce que nous nous accordons sur, dans le cas de la diffusion, qu'est-ce qu'il faut faire. Sans compter qu'aujourd'hui, la diffusion, on se limite à braver les pointes noires. Mais la diffusion, si au niveau de Braville, avec les chaînes étrangères et tout, ils peuvent regarder le film, mais je vois par exemple chez moi à Mosenjo, je crois qu'ils seront heureux d'avoir un film qui passe dans leur salle et ils iront. Vous partez à Ouesso, pareil. Ça veut dire que la distribution, le réseau de diffusion doit être un réseau national. Et à ce moment-là, nous avons l'association des maires du Congo. Donc il y a, dans le cadre de la stratégie, faire de telle sorte qu'il y ait un accord avec l'association des maires du Congo, de manière à ce qu'il y a les fonds qui sont les fonds gouvernementaux, mais il y a aussi les budgets de transfert dont les municipalités ont la possibilité de faire. Parce que l'État ne peut plus gérer les salles de cinéma. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, il faut faire de telle sorte que ces salles de cinéma soit des salles privées, soit des salles des municipalités. C'est ce qui est le cas aujourd'hui en Europe. Les salles de cinéma ne sont plus des salles étatiques. C'est des villes qui pensent que pour animer culturellement leur ville, ils le font des salles. Il faut aussi des privés qui se disent, là, je peux gagner un peu d'argent. Ils essaient d'investir dedans. Donc, ce qui fait que, mais pour cela, c'est à l'État d'appuyer. Ah, d'accord. Évidemment. Donc si le privé est incapable de le faire, si l'État n'appuie pas, ça va ressembler toujours à un désert. J'ai entendu le mot de complexe cinématographique. Enfin, en Europe aujourd'hui, en France, on parle de multiplex. C'est ça. Bon. On a comme l'impression quand même qu'on est quand même dans un monde où tu n'arrives pas à tenir ta cuisine, mais tu veux déjà avoir une grande maison. Bon, déjà la cuisine, c'est difficile. Bon, elle est sale, tu vas avoir une grande maison. Est-ce que tu seras même à mesure de l'entretenir? Comment on peut faire? Moi, je pense, cela n'engage que moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec nos moyens, ne pas vivre au-delà de nos moyens. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on ait parfois du mal à avancer et à construire un avenir meilleur. Parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens. On ne peut pas se comparer à un environnement. Moi, vivant par exemple dans ma petite brousse, je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui vit en ville. Je ne peux pas demander à manger un hamburger quand je suis, je ne sais pas, à Divieni, à Ouesso, alors qu'on ne voit que le poisson fumé ou la viande séchée là-bas. Et voilà, donc il faut qu'on essaie d'adapter ce que l'on fait à notre environnement, à notre coût social, à nos réalités. Quand je prends le cas de Bollywood, aujourd'hui, ils ont une place assez importante dans le cinéma mondial. Ils sont présents. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Parce qu'ils ont su adapter leur environnement, leur savoir-faire par rapport à ce qu'ils ont. Quand je prends le cas du Nigeria ou le Ghana, où j'aimerais me rendre, parce que j'aimerais comprendre comment ils fonctionnent là-bas. C'est vrai, les karachika et autres, on en consomme. J'ai été surpris de voir des traductions et tout. C'est marrant. Excusez-moi, mais je n'en revenais pas. Et ils vivent de cette industrialisation, comme parlait Romia tout à l'heure, il faut qu'il y ait une forme d'industrialisation. Mais ils ont su adapter ça. Et ils sont comptés, je peux vous assurer, aujourd'hui, ils sont comptés par les plus gros producteurs de films dans le monde, le Nigeria. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est tout simplement parce que on essaie de vivre toujours au-dessus de nos moyens. Et après, on s'étouffe, on s'essouffle. Et comme moi, je finirai par m'essouffler si je dois faire des allers-retours Paris ou je ne sais pas où, ici,
avec un produit, ben, j'essaie d'amener ma petite pierre pour dire, ben voilà, il y a un travail congolais qui est fait, ou que Léandre le fasse, ou que Ruffin le fasse. Après, on étouffe, on n'a plus d'essence, et puis ben voilà, on reste de l'autre côté, et on essaie voilà. Et là, après, on est surpris d'entendre, ah ben tiens, il y a un Congolais qui est là-bas, qui avait fait un truc, ah ben tiens, c'est un Congolais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, essayons de ne pas vivre au-delà de nos moyens, d'adapter notre environnement, notre situation sociale à ce que nous voulons faire. Vous voulez dire je voulais dire ceci. C'est bien beau d'attendre à ce que les privés puissent mettre en place des salles de cinéma, mais j'ai peur que ces privés qui vont se lancer dans cette aventure, comme je l'ai fait moi, puissent un jour s'essouffler. Parce que, primo, ce n'est plus le même monde, ce n'est plus le même milieu. Aujourd'hui, avec la télévision qu'on a, on peut suivre tous les films. Ce qui fait que ces salles de cinéma doivent être des salles de cinéma polyvalentes. Donc, il faudra beaucoup réfléchir. Et j'invite presque chaque jour des cinéastes, des hommes de théâtre chez moi là-bas, dans ma salle de cinéma qui s'appelle Kinorama. Mais puisque demain, nous voulons avoir des salles de cinéma, il faut bien qu'on puisse en avoir, parce que le cinéma doit aller de l'avant. Mais je veux que l'État, au niveau de l'État, qu'on puisse réfléchir. Heureusement qu'il a dit qu'il va inviter les cinéastes dans cette réflexion. Parce que si l'État n'arrive pas... Les hommes publics, ils ont le baratin, hein. Ils vont vous inviter, ils vont vous mettre un peu du chocolat, et puis après, vous partez, demain, vous reviendrez, c'est zéro. Non, moi j'ai foi en lui, le fait qu'il soit déjà là, je pense que c'est un signe de... Non, faut pas lui donner un chèque. Bon, je dis qu'il faut que l'État nous accompagne, nous qui avons pris quand même le taureau par les cornes. Parce que je vous dis que gérer une salle de cinéma à l'heure actuelle, ce n'est pas une petite affaire. Il faudra en ce cas voir comment pousser les cinéastes à la production locale. Donc, avoir une salle de nos cinéma... histoires, parce que nos histoires parfois sont mal racontées et racontées par d'autres. Et ça nous offusque. Parce que, à ce propos, je voulais, excusez-moi de vous couper la parole, je voulais ajouter un détail que je trouve assez important, c'est que donner le cinéma ou autre chose culturelle aux mains du privé ou des entreprises, on n'oublie pas que le privé est une structure à but lucratif. Il attend des sous. S'il n'y a pas d'argent, il ferme. Lucratif. Donc ça veut dire que pour moi, dans mon petit monde, je me dis que ça me donne l'impression de brader une certaine forme de culture. Parce que si lui, le privé, il ne tire pas profit de ce que l'on lui propose, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et donc, je pense que c'est l'État qui doit pouvoir négocier d'une certaine façon avec les entreprises. Et je disais peut-être une connerie tout à l'heure en disant, mais est-ce que ces entreprises-là qui s'installent, qui gagnent de l'argent, ne peuvent pas avoir une petite pitié pour nous, 1% pour financer le cinéma. Monsieur Mambou, ça m'inspire. Est-ce que, par exemple, comme pour M. Milandi, est-ce qu'on ne peut pas le subventionner, c'est pas à hauteur de temps, pour que au moins chaque fin du mois, même s'il ne réalise que 2 ou 3 entrées, c'est pas ce que je vous souhaite, je sais que ça va marcher, mais au moins qu'il sache qu'à la fin du mois, le ministère ou bien le département que vous gérez, bon, lui reverse, je ne sais pas, 2 millions pour la gestion ou des charges courantes. Est-ce qu'on peut imaginer cela pour que ça puisse au moins vous donner la possibilité d'avoir un droit de regard sur ce qui est diffusé là-bas? Parce qu'après, on va nous diffuser des pornos, des trucs qui sont prohibés, qui sont au-delà de... Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de contrôler ce qui sera diffusé dans les salles? Parce que les petits hommes cinéma là nous échappent, hein. On voit que des cris bizarres qui se dégagent dans ces petites maisons. C'est pourquoi j'ai dit que dans le cas du Caterpillar, il y a tout un travail qui est fait pour l'appui à la diffusion et à la distribution. Je ne vais pas aller dans les détails de ce qui pourrait être fait, puisque tout cela va être débattu dans le cadre, aussi bien avec les professionnels qu'aussi bien avec les experts extérieurs. Mais je pense qu'il faut que nous n'oublions pas une chose. C'est vrai que le cinéma est un art, mais c'est aussi une industrie. Donc, par conséquent... Elle le deviendra pour nous, parce qu'elle est embryonnaire. C'est d'abord une industrie. Maintenant, c'est à nous
d'appuyer, que ce soit même l'industrie du sucre ici au Congo, l'État appuie. Ne croyez pas que ça risque se développe sans l'appui du Congo, du gouvernement congolais. Alors comment faire pour donc, que ça veut dire qu'il y a puissiez les appuyer? Mais non, par rapport à ce qu'ils ont dit en termes d'entreprise, il faut un fonds qui doit se mettre en place pour apporter tout cela. Parce qu'une entreprise, pour que l'entreprise verse 0,01% du chiffre d'affaires au cinéma, ou que dans le DVD qui est vendu, on retire 1% dedans, il faut qu'il y ait un cadre juridique. Je reviens là-dessus, parce que vous n'allez pas demander qu'on mette une taxe. Le président n'a pas promis 1%. C'est dans... oui. Hein, pour la culture. Est-ce qu'il a aussi fait un cas juridique 1%? Si, c'est la loi d'orientation. Bon, voilà. Culturelle. Mais les 1% là. Mais après, il faut... à quel moment vous allez essayer de les redistribuer? Mais il faut... Et même, parce que nous aussi, on a droit aussi, nous créons. Mais bien sûr, mais il faut des textes... Et là, il a dit. Une loi doit avoir des textes de complétude qui sont des décrets, qui sont des arrêtés, qui sont... Donc, ce que je vous dis, ce sont justement ces textes-là qui manquent. Très bien. La loi d'orientation existe. Mais comme les lois pour les voter, il faut attendre au moins 100 ans. Non, je ne parle pas de loi. Je dis, la loi d'orientation donne le cadre. Donc, justement, c'est ce pourcentage dont vous avez soulevé. Maintenant, cela, dans le concret. Vous savez, le cinéma, c'est le 7e art. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, sinon 7, sinon un peu plus d'art. Il y a le premier art, le deuxième, ainsi de suite. Donc, tous ces arts ont besoin d'être soutenus. Donc, ça veut dire que dans le cadre de cette loi, il faut un certain nombre de textes de complétude qui permettent justement de dire, dans le cadre du cinéma, voilà comment nous soutenons dans le fonds. Nous avons le FONADEC. Justement, ce pourcentage est géré par le Fonds national de développement culturel, le FONADEC. Et le FONADEC est en train de se mettre en place, et là-dedans, il y aura des guichets. Et ces guichets, il y aura, pourquoi pas, un guichet cinéma, un guichet musique, un guichet théâtre. Le discours du chef d'État date de quelle année? C'était, je crois, 2009. Oui, hein? non, 2002, voilà, 2009. Oui. Donc on est là. Il se met en place. Donc le temps que ça se mette en place, je pense qu'on aura épuisé tous les débats. Ouais, je suis content d'avoir cette information-là. C'est une bonne nouvelle. Je ne l'avais pas. Oui, et, je pense que je peux me permettre de dire que le cinéma est agonisant. Et quand on va à l'hosto, il y a des urgences. Les services d'urgence, quand vous avez un accident, je ne sais pas quoi, on vous emmène précipitamment à ces endroits parce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose avant qu'il soit trop tard. Si le président a pensé à nous depuis 2 ans, je pense que les choses pourront être accélérées. Il faut rectifier. Le pourcentage n'est pas pour le cinéma. Oui, pas pour le cinéma. Pour la culture de façon générale. Oui. Et je pense mais dont on ne ressent pas les répercussions jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des... Je ne pense pas que le seul art qui est aujourd'hui agonisant, c'est agonisant entre guillemets, parce qu'il y a quand même des documentaires qui existent. Il faut aussi savoir une chose, qu'on le veuille ou pas. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il y a, en matière de... Moi, je ne suis pas réalisateur, mais je crois que quand on passe au court-métrage, c'est encore au niveau de l'apprentissage. Le court-métrage est un film d'apprentissage. Oui et non. Oui et non, mais parce que le plus souvent. Je veux dire par là. Allez-y, oui. Je veux dire par là. Parce que je veux dire par là. Allez-y. Nous devons être sereins et mutualiser nos efforts. Très bien. Ça veut dire clairement qu'au niveau des professionnels également, ils doivent nous produire une offre alléchante. Ok, alors, je vais vous offrir un extrait d'une offre alléchante et vous allez me dire si ça vaut la peine de recevoir une aide. À la régie, si vous êtes prêts, enfin, on ne demande pas l'aide, hein, parce que... À la régie, si vous êtes prêts, un court extrait du film de M. Amor Lemra, Identité malsaine. Vous verrez si je vous donne.
Allez-y, monsieur le conseiller. Bonjour mes chers compatriotes. Bien heureux de vous voir en si grande forme dans cet environnement chaleureux. Je vous transmets les salutations de toute la communauté et j'espère de tout cœur que vous serez bientôt des nôtres. Courage. Vive la République, vive la patrie, vive la liberté et vive l'intégration. Au revoir, messieurs. Bonjour, monsieur le conseiller. Et où est le médecin? Mais pourquoi tu portes une blouse? C'est pour faire le médecin. Sa maman est souffrante. Il a dû lui rendre une petite visite. Sa maman? Oui, monsieur le conseiller. Elle est noire. Noire? Mais noire comme toi? Mais non, monsieur le conseiller, mais non. Sa maman est noire comme les autres femmes que nous avons enfermées ici. Ça doit être dur pour lui. Monsieur le conseiller, que pensez-vous de mon plan d'éradication des Noirs que j'ai mis en place? Fantastique. Merveilleux, révolutionnaire. Tu es le symbole même d'une intégration parfaite. Tu es diablement... Génial. Génial. Mieux que ça même, le mot est faible. Car grâce à toi, on va pouvoir se débarrasser enfin des Koulibaly, des Moussa, des Ouedraogo et que sais-je encore. Merci, monsieur le conseiller, merci beaucoup. C'est là. La cellule des dames. C'est qui elle? C'est une femme, monsieur le conseiller. Mais je vois bien que c'est une femme. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Comme toutes les autres femmes ici présentes, monsieur le conseiller. Elle attend son tour d'être enceinte. Comment t'appelles-tu? Nyango. Nyango Marguerite. J'ai du mal avec vos noms, quoique Marguerite ça va. Mais bon, où est ton matricule? Tu as quel âge, madame? Pitié, monsieur, s'il vous plaît. Je peux encore vous faire des enfants. 2, 3, oui, 4, madame. 5, même 6. Un peu de pudeur, madame. Un peu de pudeur, C'est madame. beau. Oui, madame, je te demande ton âge. 56 ans, monsieur. Pitié, monsieur, s'il vous plaît. Madame, Prenez-moi. mais relevez-vous, enfin. Et- Mais un peu de et pudeur. je vous fais des Mais relevez-vous, vous gros m'embarrassez. bisous. Relevez-vous, madame. Relevez-vous. Je vous promets que je vais m'occuper personnellement de votre cas. Merci, monsieur. Merci. Je vous attendais. Bonjour mes chers compatriotes. Je vois que vous avez toute l'air d'être en excellente forme. J'ai été très heureux d'apprendre par votre cher médecin, qui malheureusement ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, que tout se passe comme vous l'espériez et qu'incessamment sous peu vous serez débarrassé de vos vieux démons. Voilà. Alors, si
si je ne vous dis pas que c'est notre compatriote Amog Lemra qui est l'auteur de ce film, vous ne me croirez pas. Alors donc, la création existe, n'est-ce pas? Comment faire pour que ça ne passe pas seulement à la télé, mais que nos compatriotes puissent aussi découvrir ces créations-là. Je vais poser une question à Lemra. Il y a combien de... Est-ce qu'il y a des acteurs congolais là-dedans? Oui. Il y a une actrice congolaise que j'ai reconnue justement que Ma question, la question n'est pas risible, mais bon, l'environnement où on a tourné le film, je pense que majoritairement, il n'y a pas de Congolais. Non, mais je peux essayer de répondre à Ronial, vu qu'il reçoit pas mal de fléchettes ce soir, je peux en recevoir aussi. Non, il n'y a pas de... Non, mais c'est pour rigoler. Oui, j'ai là une qui fait de la figuration dans le film et avec qui j'ai travaillé par la suite et que je suis en train d'aider à terminer un projet de scénario. Et je pense que là, elle est en train de prendre des cours en plus parce qu'elle veut davantage travailler avec moi. Sinon, le reste, non. Alors, donc, en filigrane de cette question, en filigrane de cette question, vous voulez dire que le personnel est limité. Non. Donc, on ne peut pas créer. Je vais continuer. On ne peut pas produire du sens parce qu'il n'y a pas de Congolais. Non, je vais continuer par là. Parce que dans tout appui, quel que soit le pays, il y a un certain nombre de critères qui rentrent dans ça. C'est un très bon film. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est un très bon film. Moi je l'ai vu au Burkina Faso. On l'aurait enlevé à Mog Lemra, on mettrait Claude Lelouch. C'est un film. Merci, je prends ça comme un compliment. C'est un compliment. Ça voudrait dire que il ne faut pas se voiler la face. C'est pourquoi quand je parle du cas juridique, c'est tout cela. Ça veut dire clairement, que même quand on va mettre le dispositif d'appui à la création, il y a un certain nombre de critères parce que l'objectif que nous avions... Très bien. Vous voudrez qu'il y ait la promotion, 5 Congolais acteurs qui jouent dans le film de la même façon qu'il y a des entreprises privées qui sont ici, qui sont gérées. Le directeur général, c'est un expatrié. Le vice-président directeur général, c'est un expatrié. Moi, voilà, pourtant le cas juridique existe. Je n'en connais pas. Ok, très bien. Bon, on ne va pas faire l'émission là-dessus parce que en termes d'investigation, on est quand même assez outillé. Combien d'acteurs congolais? Un seul, une actrice. Alors, ma question elle est simple. Voilà quelque chose qui est d'abord plébiscité puisque ce film a été diffusé au Burkina. J'ai été le regarder. Ici, on le verra certainement chez monsieur... oui, après le festival, parce que d'abord ce film participe au Festival des médias Prix Espoir. Donc après le festival, si l'auteur me le permet, il pourra être diffusé. Très bien. Alors donc après, vous allez finir par le diffuser 1000 fois parce qu'il n'y aura plus d'autres films congolais, il n'y aura plus notre salle qui va reprendre le film. Comment vous faisiez à l'époque de l'ONACI. Là, il y a un film. On peut aussi prendre le documentaire de M. Alain Kodja. Après, on le diffuse où? Ce n'est pas fait seulement pour la télévision. Monsieur Kodja, est-ce que vous pensez que vous avez de l'avenir? Ah oui, certainement avec... non, en tant que créateur, oui. Est-ce que vous pensez que... créateur. Oui. Ah oui, en tant que créateur, la création est finie. On crée toujours, des projets. Là, je suis en train d'écrire un long métrage. Un peu chez vous, c'est héréditaire, hein? Et chez moi, voilà. Donc là, je suis en train d'écrire un long métrage. J'espère avec le fonds du ministère de la Culture, on espère pouvoir avoir dans les prochains jours, les prochains mois, un long métrage congolais. Très bien, mais alors, il y a un problème de structure. Les réalisateurs existent, mais ils ne sont pas organisés. Ou ils existent, mais ils ne sont peut-être pas nombreux. Ou ils existent, est-ce que d'abord, c'est une corporation qui existe? Est-elle structurée?
est-ce qu'elle peut, comme on dit, constituer un lobby? Parce que partout, pour faire passer des messages ou bien pour défendre son beefsteak, comme on dit, il faut se constituer, soit en caste, en lobby, etc. Est-ce que votre structure est organisée et pouvait être un interlocuteur valable auprès du ministère de tutelle? Monsieur Menandi, vous êtes un peu le plus ancien. Bon, c'est vrai, nous avons depuis 2 ans mis sur pied le CORESIC, le comité de relance du cinéma congolais. Pour l'heure, je ne peux pas dire que ça va, parce qu'on a essayé d'organiser plusieurs rencontres. On a même fait à la télévision congolaise des journées du cinéma congolais. Là, nous sommes sur la création de l'association en tant que CORESIC et aussi pour être plus pratique, nous avons pensé qu'il faut non seulement rester au niveau de l'association, mais il faut créer, comme l'a dit, un cadre juridique pour la production. Donc, il faudra aussi qu'on puisse se présenter un jour auprès du guichet unique pour que le CORESIC puisse devenir une association, pas une compagnie de production, mais enfin, on veut que nous puissions arriver à devenir une structure de production. Donc, mais là, je dis tout à l'heure dans le couloir, à la sortie d'ici, avant que l'Emran ne puisse rentrer, nous allons inviter tous les cinéastes là-bas chez moi au Kinorama pour qu'on puisse réfléchir ensemble avec le bureau du CORESIC qui est là. Parce que quand M. Mambou dit que c'est à nous les cinéastes de forcer les portes, nous devons nous organiser. Il a raison. Il a raison. Parce que ça fait 2 ans que le CORESIC existe, mais chacun essaie de faire son cinéma à lui. Chacun essaie de se battre à seul. C'est pas ça. Si nous voulons réussir, nous devons nous partager les idées, nous devons mieux structurer le CORESIC. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas une maladie congolaise, hein, mais on aime beaucoup réfléchir. Hein. Donc vous êtes encore en train de réfléchir, vous allez inviter les amis à réfléchir, la stratégie est en train de réfléchir, elle a énoncé quelques... Alors, quand vous dites la création d'un comité de relance du cinéma congolais, est-ce dire que... non, le comité existe depuis 2 ans. Non, mais quand je prends le mot relance, la relance du cinéma congolais, est-ce que le cinéma a existé? Est-ce qu'il n'a jamais existé? Pourquoi devez-vous relancer quelque chose qui n'a jamais existé ou qui a existé? Pourquoi relance? Monsieur Mambou, enfin, la question est ouverte. Est-ce qu'on a relancé le cinéma congolais? Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que le cinéma congolais n'existait pas. C'est faire offense à tous les réalisateurs qui se sont battus pour faire que le cinéma, qu'on parle du cinéma congolais. N'oubliez pas que La Chapelle a quand même eu un prix. Hein? Il en est de même de la rançon de Voyage à Ouaga de Camille Mouyeke, de même. Donc on ne peut pas dire que le cinéma n'existait pas. Mais il est clair que nous avons eu aujourd'hui un point d'arrêt, sinon une faiblesse, qui nécessite que l'on puisse booster. La relance n'est pas forcément que c'était complètement... Si vous avez organisé 2 débats autour du cinéma, vous qui êtes un fin connaisseur de, je dirais, culturel, vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a nécessité de booster ce cinéma. Parce que le cinéma peut être demain, justement, une industrie florissante qui peut booster toute l'industrie, toute la culture. Dans d'autres pays, aujourd'hui, vous savez que en France, un peu partout, tous les mercredis, il y a des sorties de films. Et ce sont des événements. Il y a des prix qui sont là-dessus. Donc ça veut dire clairement qu'il y a des gens qui vivent derrière le cinéma. Et donc l'intérêt pour nous, aujourd'hui, je pense que les professionnels partagent cette préoccupation qui est la nôtre, c'est de faire de telle sorte que nous puissions justement mettre les bases et réellement relancer durablement le cinéma. Ce n'est pas de faire, comme on dirait, du copier-coller, comme vous avez pensé le faire. Ce n'était pas le cas. Même quand nous avons dit des multiplex, ça ne va pas être des multiplex à la française. Il s'agit, pour Brazzaville, de comprendre qu'avec toute l'offre cinématographique qui existe à travers les télévisions,
il est clair qu'il faut tenir compte de cela dans le domaine de point noir. Mais dans les départements, ce ne serait pas la même chose. Vous comprenez? Donc la relance, c'est ça. À mon autre niveau, la stratégie que nous mettons en place, aussi pour que hier, le cinéma, les réalisateurs pouvaient sortir leurs films avec les moyens de bord, mais ils ne peuvent pas seuls réellement relancer le cinéma. Il faut que l'État y participe. Donc il y a tout un... Est-ce que c'est une volonté partagée? Parce que vous avez... mais sinon, vous parlez avec je pense beaucoup que de... sinon, est-ce que vous pensez que c'est partagé? La direction que j'anime n'existerait pas. Vous savez bien que c'est la première fois qu'il y a une direction chargée de la cinématographie. Le cinéma était un service au niveau du ministère de la Culture. C'est la première fois, à travers le ministre Ngokoso, qu'on a mis une direction chargée de la cinématographie, avec des missions qui sont claires. Et vous savez que moi, j'ai pris comme chef de service cinématographie François Dianga, qui est un documentariste reconnu. Mais après, nous, en tant qu'institutionnels, en tant qu'administratifs, nous faisons ce que nous pouvons. Maintenant, de l'autre côté, il faut bien qu'eux également participent, contribuent, nous apportent à la fois leurs idées et aussi qu'ils participent à faire passer un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est pas le prochain FESPACO, que vous ameniez un cinéaste congolais et aller défendre son produit, comme j'ai vu monsieur Amok tout seul en train de courir les salles de cinéma pour présenter son film. Est-ce que, comme Congolais, dire oui, bon voilà, il y a un compatriote qui a produit ce film, bon, nous, ministère, nous l'aidons, parce qu'il y a quand même plusieurs formes de... Est-ce qu'on peut penser à cela? Évidemment, puisque là, par rapport au... Le Festival de Cannes, j'ai bien vu les Burkinabés être accompagnés par le ministre de la Culture. Enfin, par rapport à la stratégie que nous avons mise en place, d'ici la fin de l'année, avec les professionnels congolais, nous allons nous accorder sur la stratégie, d'abord. Après, dès l'année prochaine, le début, je crois le premier trimestre, nous allons, avec les experts extérieurs, faire de telle sorte que ces stratégies se mettent. Quand vous parlez d'experts extérieurs, c'est qui? C'est les expatriés? C'est ceux vos compatriotes qui sont à l'extérieur? Je veux dire par là que le cinéma aujourd'hui est planétaire. On ne fait plus son cinéma à soi. Ça veut dire que vous ne faites pas le cinéma pour se regarder soi-même. Il faut que, également à l'extérieur, qu'on apprécie votre cinéma. Ça veut dire que la stratégie que vous mettez en place doit être partagée, doit être une stratégie qui vous permette à ce que des organismes internationaux vous aident. Et aujourd'hui, de plus en plus... Est-ce que vous ferez appel à la ressource extérieure, congolaise? Vous voyez, ce jeune-là, c'est quand même un jeune qui a de l'avenir. Est-ce que lui, on va le négliger pour prendre le louche, ou bien c'est pas un bacabadjan? Je dis de plus en plus, avec les faibles moyens que nous avons, il faut qu'on parte vers la coproduction. Ça veut dire clairement que M. Mienandi peut s'attendre avec un réalisateur gabonais, faire un bon film dont le financement sera partagé. Il ne faut pas se voiler la face. Seul, on ne peut pas. On ne pourra jamais. Il ne faut pas se croire. C'était hier qu'on pouvait se permettre de faire des petits films dont nous-mêmes on se dit oh là là, il y a des films. Mais si nous voulons des films qui doivent participer au FESPACO, participer au Festival de Cannes, nous devons partir sur la mutualisation de nos affaires, de nos moyens et de nos compétences. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir mettre en place. C'est faire de telle sorte que, avec ce que nous allons mettre en place, avec leurs idées, parce que le cinéaste congolais est créatif. Mais aussi, nous avons l'une des meilleures littératures africaines, qui n'est malheureusement pas mise sur écran. Il faut aussi que les cinéastes congolais s'en saisissent. Et tout cela permettrait, justement, ça fait partie des critères qui nous permettraient de les aider. De manière à ce que parce que l'objectif d'un État, c'est de faire de telle sorte que sa culture soit véhiculée. Que ses traditions soient vues et connues de tout le monde. Et nous pensons que nous avons la mamie de Kokambala qui peut, demain, pourquoi pas, être un très bon film.
Vers casser Dalem Mabako Vers casser aussi, par exemple. Dalem Mabako. Donner cher méchant, bon, c'est quelqu'un d'autre qui a pris. Bon. C'est déjà fait. Oui, mais bon, si c'était un Congolais, c'est sûr qu'on attend qu'on entend. Dernier mot, que peut espérer, parce que là, on s'approche quasiment de la fin. Bon, ce qu'on peut espérer, c'est que au niveau de la formation, parce qu'on n'avait même pas terminé ce volet, il ne faut pas seulement voir la formation à l'étranger. Ici, sur place, il y a des possibilités. À travers la production des films, donc sur le tas, nous pouvons accompagner les jeunes réalisateurs. Moi, je suis réalisateur et directeur photo, donc je peux accompagner les caméramans. Quand j'étais à la télévision congolaise, ce que j'ai fait, j'ai formé pas mal de caméramans et aussi accompagné les réalisateurs. Aujourd'hui, François Dianga, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs documentaristes, mais il a commencé à monter mon film documentaire. Et ça l'a intéressé. Et aujourd'hui, il fait ce métier. Donc, nous sommes prêts à accompagner les jeunes cinéastes, mais il faut qu'il y ait quand même l'accompagnement de l'État. De l'État. Il faut que l'État vous accompagne. Je veux commencer par remercier Romial d'être là et de nous avoir donné cet aperçu qu'ils ont de cette structure qui a été créée au ministère de la Culture. Et aussi, surtout, ce qui m'a le plus marqué dans ce que vous venez de dire, c'est le fait d'apprendre aujourd'hui que le président avait pensé à la culture de façon générale et qu'il avait mis à notre disposition un certain pourcentage pour pouvoir nous accompagner. Et donc, il a fait ce qu'il avait à faire et les recommandations reviennent à ceux qui sont chargés de faire pour accompagner réellement ce qui a été dit. Et aujourd'hui, voilà, on vient, comme disait chacun, en rang pas serré du tout. On va essayer de se mettre en structure et aller, entre guillemets, les agresser parce que moi, en tant qu'homme de culture, réalisateur, auteur, je sais que le président a mis un certain montant à leur disposition et ils se doivent de nous le donner afin que nous puissions porter haut et fort la culture congolaise de façon générale. Et je vous remercie par la même occasion de ce plateau que vous nous offrez pour débattre d'un sujet assez délicat qui est l'âme du pays, la culture. Voilà. En France, on a parlé d'exception culturelle lorsque les productions américaines commençaient à agresser les films français. Aujourd'hui, au Congo, c'est pas demain qu'on verra ça. Qu'est-ce que vous espérez, vous, quand vous produisez vos documentaires et que vous êtes là à l'écriture d'un long métrage? Vous pensez un jour que ce long métrage-là sera vu par beaucoup de vos compatriotes et même au-delà des frontières? Oui, je l'espère. Le ministère est en train de réfléchir sur un fonds. Je ne sais pas si c'est déjà clé. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous. Donc, ce que je demande aux cinéastes, c'est d'être créatifs, c'est tout, et puis d'apporter des projets. Voilà. Être créatif, en tout cas, à la création, vous savez, c'est pas ce qui manque. Hein. Mais en même temps, on peut créer, et puis il y a souvent des créations qui ne sont pas sorties au-delà du périmètre de la maison. Ce que Romain disait tout à l'heure, c'est qu'il faut faire un produit pour qu'il sorte. Il faut partager sa culture. Si aujourd'hui, comme il disait tout à l'heure en faisant cet éloge, on changeait le nom, on ne saura pas que c'est un Congolais qui l'a fait. Si je peux représenter le Burkina au Congo, regardez la liste des films que le FESPACO reçoit. C'est énorme. Et si parmi ces films, il y a un Congolais qui sort du lot et qui se retrouve dedans, c'est que quelque part, on n'a pas que de la merde dans la tête. On a quelque chose à partager. À Ouida, c'est pareil. Au FESPACO, vous arrivez, les films viennent de partout. Mais quand je dis de partout, ils reçoivent 300, 500, plus de 500 films. Parfois, ils font la sélection, ils se retrouvent avec 100 et quelques films. C'est une coupe d'Afrique des nations ou une coupe du monde du cinéma noir. Et il y a un Congolais qui se retrouve. Présent. On devrait être content de pouvoir nous accompagner. Et souvent, c'est « Oh, félicitations, jeune homme, que c'est bien. » Après, quand vous avez tourné le dos, on a oublié votre prénom et rien. Bon, quand vous appelez, le téléphone ne passe plus. Je voudrais profiter de ce plateau pour inviter tous les cinéastes congolais qui ont des films, de les amener chez moi au Kinorama. On va les projeter gratuitement. Enfin,
Très bien. Pour qu'on puisse faire la connaissance avec leurs films. Voilà, mais si vous les projetez gratuitement, ils vont vivre de quoi, les pauvres? Quand je dis gratuitement, ça dit de notre côté. Bien sûr. Nous n'allons rien demander. Je rigole, peut-être que vous allez trouver 50-50. Voilà pourquoi, M. Romuald, vous devez faire en sorte qu'on puisse subventionner un certain nombre de structures comme celle-là, parce qu'après, ils vont disparaître et ne pourront pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Dernier mot, et nous allons conclure pour... Je voudrais quand même aussi dire que nous n'allons pas avoir toujours cette politique de subventionnement. Il est clair que nous parlons d'appui. Même les pays, nous parlons, je vous cite un exemple, nous parlons pas la de France, les États-Unis, ils subventionnent. Aujourd'hui, Air France, on ne peut pas le privatiser parce que la France pense que c'est un produit, c'est l'identité de la France et personne ne peut rentrer dans le capital à majorité. Alors donc, il ne faut pas dire que la subvention, non. Ne soyons pas plus libéraux que les libéraux qui ont inventé ça. Nous parlons d'appui. Il est clair qu'il faut appuyer les gens. Il faut appuyer le cinéma congolais. Appuyer le cinéma congolais en ayant une stratégie claire, une stratégie partagée, une stratégie qui a l'adhésion des professionnels. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire, que nous nous attelons tous à réfléchir et à apporter ce que vous attendez, vous les cinéphiles, que l'on puisse demain regarder le film d'Amog Lemrar, que l'on puisse demain regarder dans des petits villages le film d'Alain Kodia, et je pense que les gens, il y a la matière qui est là, et que nous, au niveau de l'État, nous apporterons notre contribution, et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité, et aussi pour avoir tenu jusqu'à cette heure-ci. Où va le cinéma congolais? Je ne sais pas. On a tracé un petit sillon, mais comme on est dans le chemin, mais je n'ai pas envie de dire le chemin d'avenir, mais nous allons prendre ce sillon-là parce que, semble-t-il, qu'il faut mettre en place un cadre juridique, il faut favoriser la formation et il est prévu qu'il y ait une aide à la création et à la production. Et encore, un appui à la distribution. Si tout ça se fait, rendez-vous peut-être dans, je ne sais pas, dans 10 ou 20 ans. On veut que dans 2 ans, pour que nous puissions tirer les... Parce que je voudrais quand même indiquer que les gens nous regardent, ils nous écoutent, mais les Congolais ne savent pas qu'ils ont l'arme de la décision entre leurs mains et qui peuvent décider de votre sort lorsque vous ne respectez pas les promesses. Semble-t-il que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais ceux qui écoutent, ils peuvent avoir le bulletin pour dire, bon, ceux-là nous ont promis un cadre juridique, ils nous ont promis une aide à la création, ils nous ont promis ça. Prochainement, quand vous allez solliciter leur suffrage, ils pourront vous dire, non merci, on a déjà donné. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons pour vous. Nous souhaitons que dans 2 ans, nous puissions nous retrouver pour dire, voilà, nous vous avons promis cela, regardez, nous avons financé un certain nombre de salles de cinéma à Kakamoueka, nous avons aidé tel producteur et nous avons accompagné tel film qui aujourd'hui fait la renommée de notre pays. Alors, on nous dit que le cinéma est un art du spectacle, il expose, et là je lis, au public un film, c'est-à-dire une œuvre composée d'images en mouvement, projetée sur un support, généralement un écran blanc, et accompagné la plupart du temps d'une bande son. Voilà résumé cela. Or, quand je lis ce passage, je me pose la question, où se trouve l'écran blanc pour projeter les productions que nos réalisateurs sont en train de créer, et comment faire pour que cet écran, au lieu qu'il reste toujours blanc, mais qu'il se noircisse d'un certain nombre d'images, d'animations créées par ces auteurs. Si on arrive à répondre à cela, nous aurons rempli notre devoir, mais pas nous, mais nous aurons donné aux jeunes la possibilité aussi d'aller se ressourcer en regardant, en vivant leurs histoires, parce que ces films
raconteront, qu'on le veuille ou non, l'histoire de leur pays, les histoires d'amour et ce que nous voulons raconter, et non pas que les autres racontent pour nous, que nous subissons parfois au détriment de nos propres créations. Si les gens ont compris cela, alors nous aurons gagné. S'ils n'ont pas compris, alors nous continuerons toujours à subir, et quand on subit, on ne peut pas être libre et indépendant. Et je crains que l'indépendance soit un vrai mot à ce niveau-là. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, Son de Tour va s'intéresser à la vie chère. Alors, le coût de la vie, est-ce que les Congolais vivent au-dessus de leurs moyens? 50 000 francs, 50 400, c'est le SMIC, il est passé à 60 400. Est-ce que le panier de la ménagère moyen peut vraiment vivre avec 60 000 francs et joindre les deux bouts? Nous verrons ça la semaine prochaine. Certainement que un certain nombre de Congolais viendront nous dire comment ils font pour joindre les deux bouts. La vie chère, les Congolais vivent-ils au-dessus de leurs moyens? Ça sera mardi prochain à Son de Tour. Merci pour votre fidélité. Générique et à la semaine prochaine. Rediffusion